Salut et bienvenue dans cette vidéo. Hier soir, je faisais une insomnie parce que je pensais à la fin du monde, tout ça, et en même temps, je lisais, pour essayer de m'endormir, le dernier Spirou de Émile Bravo. Et ça m'a un peu remis en mémoire comme ça les vieux Spirou magazines que je lisais à l'époque, dans les années 90 quand j'étais gamin. Moi j'étais quelqu'un de 92, donc je suis vraiment un gamin qui a bouffé de la culture des années 90, début 2000. Et quand on était enfant, ma mère avait reçu d'une amie ou quelque chose comme ça, une grosse pile de magazines Spirou qui était dans un petit box bibliothèque comme ça, et que j'ai lu jusqu'à plus soif de manière vraiment très boulimique quand j'étais gamin, où c'était un peu un trésor d'aller repiocher dans ce box là des magazines qu'on laissait passer un an ou deux avant de les relire pour les redécouvrir par la suite, etc. Et parfois redécouvrir de nouvelles choses à travers un magazine avec lequel on était passé à côté ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a quand même marqué pendant mon enfance, feuilleter ces magazines Spirou, qui dataient déjà d'il y a quelques années par rapport à l'année pendant laquelle je les lisais. Donc voilà, c'était déjà un peu en décalage par rapport à ce qu'était le magazine Spirou à ce moment-là. Et donc c'est vraiment ces Spirou là très particuliers, ceux avec la marge sur les côtés, donc qui sont arrivés de ce que j'ai vérifié à peu près en 94. Parce que j'avais aussi entre les mains chez ma grand-mère, chez une de mes grand-mères, des vieux Spirou, mais là vraiment très vieux, ceux avec Génial Olivier dedans, avec le papier un peu moins plastifié comme ça, plus cartonneux, pas forcément très agréable au toucher, avec l'odeur de vieux livres, les BD qui faisaient déjà très vieilles et datées pour quelqu'un de mon âge à cette époque-là, et donc qui étaient un peu moins sexy. Mais là vraiment ces magazines Spirou, c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri tout au long de mon enfance. Et vraiment coup de chance, je pensais pas trouver ça sur IGG Torrent, le meilleur site du monde. Il y a quelqu'un, un malade, qui a uploadé tous les magazines Spirou de 1938 à 2018, un gros torrent de 270 Go, vraiment bien fat, et donc j'ai téléchargé la période qui m'intéressait, et du coup j'ai tous les JPEG, vraiment cool. C'est vraiment un gros travail d'archivage quoi, c'est important de faire ça, et c'est trop bien d'avoir ça sous la main. Des scans vraiment hyper propres. Et du coup voilà, je feuilletais ces magazines, faire un petit montage de tout ça, et redécouvrir des trucs précis que je cherche un peu ou que j'ai oublié, pour faire une petite vidéo de chouette plaisir, un peu régressif, des Spirou de cette époque-là. Du coup, on va commencer avec les Spirou de 1994. Alors j'avais des Spirou de la période avant, avec l'ancienne maquette, et du coup s'il y a des trucs que je retrouve pas, que j'avais en tête, je pourrais retourner un peu plus loin dans le passé pour les retrouver, mais c'est vraiment principalement les Spirou avec la marge que j'avais lu à l'époque. Là typiquement ce Spirou là, ça me dit que dalle en termes de couverture, je pense pas que je l'avais, avec le vieux Cédric, le Bobo. Ah du coup voilà typiquement un magazine que j'avais quand j'étais gamin. On voit qu'ici il n'y avait pas encore la parodie de la couverture, il y avait juste le petit gag sur la couverture avec dessiné par Jory. Et le petit gag pour le sommaire qui était vraiment un classique. Le dessin bizarre de René Haussmann comme ça sur le côté, et ça typiquement c'est dans ces vieux Spirou. Un truc que j'aime bien, c'est qu'il y avait vraiment de tout quoi, c'est pas lisse en termes de propositions de BD et de dessins qui étaient montrés. Vraiment quand t'es gamin et que tu as ce Spirou en main, ça te met face vraiment à des dessins bizarres sur lesquels tu irais pas forcément quand t'es enfant, parce que justement ça sonne trop chelou, c'est pas des trucs qu'on met entre les mains d'un enfant, typiquement du Haussmann. Qui faisait, je me rappelle, des gags en une page avec une espèce de femme enfant comme ça, que des animaux draguaient non-stop. Et c'était vraiment particulier, on va dire. Quand t'es enfant, tu captes pas trop ce que t'es occupé de regarder. Mais voilà, justement, le Spirou, c'était à la fois ce côté qui peut être rebutant de dessin bizarre, mais avec quand même majoritairement du dessin plus classique, plus accessible, ce qui fait que je trouve que c'était un bel équilibre entre ces deux types de propositions. Et même, je trouve que beaucoup de BD publiés dans le magazine Spirou de cette époque-là, c'est des BD justement qui sont dans cet entre-deux, entre classique et en même temps quelque chose de bizarre. C'est ce qu'on va voir via les séries que je vais essayer de retrouver. Certaines séries sont bizarres aussi parce que c'est le marqueur d'une époque, l'espèce de dessin semi-réaliste qu'il y a dans certaines BD publiées dans ces Spirou là, c'est vraiment du dessin super chelou, super Uncanny Valley. Donc voilà, vraiment chouette. Ici, le truc de Colomb, ça typiquement c'est le genre de série que je voyais passer, des trucs à suivre constamment, que j'ai jamais lu entièrement une BD comme ça. Le dessin m'attirait pas trop. Le genre de 112, typiquement le genre d'auteur qui serait plus publié actuellement, je pense, de dessinateurs. C'est vraiment des gens qui étaient supportés par Covin, qui a nourri
tellement de dessinateurs. Et d'ailleurs, un truc avec Covin, j'aimerais bien retrouver, c'est que Covin, Raoul Covin, comme il faisait tellement de séries, il mettait ça en scène de manière méta, rigolote, avec via la série The Boss, qui est donc une série qui mettait en scène le directeur de Dupuis de l'époque, ou en tout cas une version un peu fantasmée de lui, caricaturale, et on y mettait en scène Raoul Covin, qui, de manière caricaturale aussi, qui faisait des concours de rapidité, d'écriture de scénario, de manière assez ridicule, comme ça, c'était vraiment cool, j'aimerais bien retomber là-dessus. Voilà, typiquement, du Mandrika. Mandrika, je ne savais pas du tout qui c'était à l'époque, c'est pas quelqu'un que j'ai vraiment lu, en plus, je connais le concombre de masqué plus ou moins de loin, quoi. Et ça, typiquement, ces genres de dessins, vraiment, c'est chelou, quoi. Et même le concept de cette espèce de mini BD faux documentaire, avec défenseurs des nobles causes et des justes destins, pourfendeurs des vilains et des croquants, toujours en quête pour quelques gentils damoiseaux ou blanches damoiselles, le rhinocéros quitte rarement son armure. Et si du rhinocéros, c'est marrant parce que ça m'évoque un autre magazine qu'il y avait aussi dans le box, on va dire, à Spirou, qui était plus un magazine BD adulte, donc forcément ça rajoutait une espèce d'aura aussi à cette mini-bibliothèque, le fait d'avoir des trucs encore plus atypiques dedans, mélangés à tes Spirou. Et c'était, j'ai retrouvé du coup le truc, c'était un Brésil, où il y avait Philippe Forster dedans, donc Kossu, Balou aussi avec Fatman, et du coup dedans il y avait une histoire de Philippe Forster que j'arrive pas à retrouver sur Google, hein, ça a l'air impossible. Je sais pas combien ça a été tiré d'exemplaires hein, ce truc là, mais bon. Où Philippe Forster avait mis en scène des gens qui arrivaient sur une île mystérieuse et qui se faisaient attaquer par un rhinocéros bien en colère, bien vénère. Et sauf que les personnages avaient réussi à maîtriser le rhinocéros en le sortant de sa carapace, et ce qui fait que le rhinocéros se retrouvait tout maigre, tout nu à l'extérieur de sa carapace avec des mains humaines, avec des ongles comme ça et qui criait. C'était vraiment hyper étrange, du coup ça m'a rappelé ça. Voilà, mais on voit quand même, voilà, bon, voilà, bon, bah, les Spirou de l'époque, hein, bien raciste aussi au niveau des dessins, hein. Moi je suis métissé asiatique, j'en ai soupé aussi, hein, des dessins dégueulasses, des asiatiques jaunes fluo, etc., j'en ai soupé, hein. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de propositions, même de type de bande dessinée, on voyait que c'était quand même assez cool et assez varié. Un petit truc de Jojo. Voilà, Pierre Tombal aussi, hein, typiquement, comme René Haussmann, c'est aussi un dessinateur qui fait des BD plus pour adultes à la base, hein, si on regarde La Patrouille des Libellules qu'il avait fait avec Yann, ou que typiquement c'est pas de la BD jeunesse, quoi, et ça se sent dans son dessin, comme René Haussmann, que c'est un mec qui ne fait pas de la BD jeunesse à la base, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... il y a quelque chose de sombre, quoi, derrière son dessin, je sais pas trop comment dire ça. Voilà, le genre de BD complètement oublié, truc qui a sûrement jamais été publié autre part que dans le magazine Spirou du coup. Ah ouais, Clark, on reconnaît son dessin du coup, Heptaxi, je sais pas ce que c'était. Clark qui est donc le dessinateur de Mélusine, qui avait aussi fait un truc avec Midam, scénarisé par Midam, des gags où il y a que des gens avec des lunettes, genre pendant l'expo, les travaux continuent, je sais pas quoi. Ah, les paparazzi, ça continue jusqu'au col, les paparazzi, typiquement, on peut les vérifier, hein. BD et paparazzi. Waouh, il s'est pris une mauvaise note sur BD Tech. Oh. Ah merde, j'ai mis en navigation privée, quel con. C'est pour ça que j'ai pas mon fond noir. Il y a eu 10 tomes jusqu'en 2004. De 96 à 2004, c'est scénarisé par Raoul Covin, j'ai oublié, dessin Mazel. Typiquement Mazel, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Luc Mazel. Avec de Belgique. Ouais, il a l'air d'avoir arrêté sa carrière avec les paparazzi du coup. Hein. C'est marrant, ce genre de carrière d'auteur de BD, de dessinateur. Après, encore une fois, c'est le genre de dessinateur comme Lorbil, Cox... le mec qui fait le psy et tout ça. Après, Bercovici, typiquement, lui c'est un exemple à part. Mais ce genre de dessinateur, qu'est-ce qu'il ferait sans Covin, on sait pas trop. Hein. Bugdani, ça j'ai jamais voulu lire quand j'étais gamin. Truc d'abonnement, les abonnements, au bout d'un moment, il y aura Chromek, du coup, qui fera des gags. On finira par tomber dessus, qui fera des gags à chaque fois pour les abonnements. Ah là, typiquement, des petits jeux dessinés par... Ah bah c'est encore scénarisé par Covin, c'est fou, hein, et j'arrive pas à lire qui c'est qui a fait ça. Petit jeu que je faisais jamais quand j'étais gamin. Ah putain, ce truc-là. Avec leurs joues rouges bizarres, là. C'est vraiment bizarre, hein, comme dessin. C'est trop chelou, hein. Comment ils te regardent. Et vraiment, le fait qu'ils aient des joues rouges, c'est comme d'Idol, où ils ont une espèce d'air timide, comme ça, constamment. Et même là,
Ouais, je me souviens de cette case parce que ça me marquait comme dessin tellement que je trouvais ça bizarre avec leur petit corps dessiné de manière ferme comme ça. Et leur expression où ils sont à moitié occupés de pleurer alors que c'est pas du tout ce que c'est censé raconter à ce moment-là. C'est vraiment chelou, hein. Il y a vraiment des trucs qui marquent comme ça. Et c'est bien hein, parce que c'est assez moche en soi. Mais ça reste intéressant que ça existe et que ça a été publié du coup. Et mis sous la main des enfants. Après en termes de mise en scène, faudra regarder, hein, ça se trouve c'est du génie. Par Mitak et Delporte. Delporte, je sais plus ce qu'il scénarisait, le mec, il était souvent dans les trucs, j'ai l'impression, à l'époque. Je suis pas un érudit hein, de tout ça, moi. Là, c'est une petite histoire à part entière, truc écologique. Ça fait penser à Pompoko, du coup, le fait que ce soit la nature contre les machines qui viennent détruire la forêt, sur les énormes couilles. Ah, Garage Isidore, moi ça j'aimais bien, Hollis, j'aimais bien son dessin. Ouais, après il a été remplacé par le mec qui fait les pompiers, plein de trucs chez Bambou là. Et justement, dans tous les dessinateurs à la coque, etc. À part se recycler chez Bambou, je sais pas ce qu'ils auraient vraiment pu faire pour faire les fondus de la bière, etc. Mais là, Hollis, je trouvais vraiment qu'il avait un truc dans son dessin au niveau des expressions de ses personnages. Il y a une case des Garages Isidore où il y a le personnage principal, Isidore, qui mange un sandwich aux œufs. Et je sais exactement visualiser cette case, elle m'avait marqué, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais jamais mangé de sandwich aux œufs, et puis l'expression de lui occuper de mâcher ça, et de dire je vais terminer mon sandwich aux œufs, ça m'avait marqué. Charlie, c'est super chelou aussi, vraiment, dessin semi-réaliste, avec des trucs SF, un truc assez sombre aussi, quoi, de souvenirs en termes de scénario, de ce que je feuilletais, quoi, parce que j'ai encore un truc que j'ai jamais lu de bout en bout. Faudrait que j'essaye un moment de me trouver un PDF ou quoi de Charlie. Je pense que le gamin il se faisait tirer dessus, avec les expressions bizarres qu'a le dessin semi-réaliste, on aboutit assez vite vers du malsain, quand ils essaient de rendre leur personnage expressif. Ouais, Toupet, typiquement un genre de dessinateur, avec la concurrence actuelle, le genre de mec il arriverait plus jamais de publier je pense. Hein. Truc bizarre hein, avec le grand-père qui voulait pécho la babysitter tout le temps. Tom Carbone, ça c'est donc l'humour absurde à la flamande, à la hollandaise. Genre de mise en page hein, qui rappelle un peu... peut-être qu'on en verra plus tard, parce que je pense qu'il y avait genre de mise en page un peu excentrique qu'il y avait dans les vieux magazines de jeux vidéo aussi. Non, pas Doll Magazine, hein, qui est donc la fusion entre un Spirou et un PlayStation Magazine ou je sais pas quoi. Genre de mise en page à l'ancienne, vraiment cool quoi. Vraiment 90s, début 2000. Le petit Spirou, c'est aussi ça un drôle de délire, hein, j'ai jamais compris. Le truc de mettre toujours des trucs de perversion, d'enjeux, de voir des culs, etc. mais avec des enfants, et que c'est que ça tout le temps, pendant je sais plus combien de tomes. Rip à Tom hein, d'ailleurs, grand auteur hein, sinon. Ah oui là on est passé à un nouveau magazine du coup. Avec encore un dessin hein, du coup de Haussmann, trop chelou, trop bizarre. Au moins là ça a pas l'air trop vivant, ça a l'air plus d'être un virus. Cette bestiole est capable de parcourir plusieurs kilomètres par jour sur votre peau, ce qui provoque une irrésistible envie de se gratter, et ce n'importe où et n'importe quand. Or, il est certains endroits que personne n'aime gratter en public, le genou gauche par exemple. La gratouille ne provoque pas ce chatouillement en nous suçant le sang comme un vulgaire pou de bas étage, non. Il se fait que la gratouille se reproduit par éclatement, cas unique rencontré jusqu'à ce jour. Elle a donc besoin de se faire écraser par un doigt vengeur pour éclater aux 4 nouvelles gratouilles qui à leur tour, etc. Comment s'en débarrasser? Il est très agréable de se débarrasser de ces gratouilles, il y a une coquille. Il suffit pour ce faire de se serrer très fort contre quelqu'un ou quelqu'une. Les gratouilles qui adorent les voyages changeront alors de monture. Je vous jure que c'est pour me débarrasser de mes gratouilles, ils disent tous ça. Ah ouais, t'es un trop chelou, hein. Trop bizarre, quoi. Je sais pas quand t'es enfant, tu comprends ça comment. Parce que moi, typiquement, genre de bloc de texte, moi j'étais là pour lire de la BD, hein, donc dès qu'il y avait un peu trop de texte, j'avais tendance à passer. Truc qui parle des MST. Ouais, cette BD, je sais pas ce que ça racontait, ça me fait penser à Jimmy tout seul, qui citait un petit blanc dans une Afrique qui avait l'air colonisée, comme ça. Je me souviens d'une image de ce truc de Léopold, Alice et Léopold, avec des gens qui sont entièrement recouverts d'argile comme ça. C'est des images bizarres. Ça fait un peu penser à du Théodore Poussin, vite fait. C'est vraiment un mélange Théodore Poussin, avec les coups épais, les visages très épurés, ronds comme ça. Et Jimmy tout seul. Ah oui, ce truc-là, j'avais oublié. Dessiné par Stuff, Rip Stuff aussi, hein. C'est triste, qui était coloriste pour Tom et Jean-Ry, et dessinateur de Passe-moi le ciel. Ah c'est ça, donc c'est le courrier des lecteurs quoi du coup. Je sais pas lire, mais c'est marrant. Ah, Les Femmes en Blanc, Bercovici. Bercovici, lui aussi, hein, il a fait tellement de séries, hein, avec son dessin.
c'est vraiment des dessinateurs, j'arrive pas à me mettre dans leur espace mental de dessinateur parce que... Enfin, c'est comme Lampil qui dessinait les tuniques bleues. C'est tellement tout le temps la même chose, tout le temps même les mêmes types d'attitudes, etc. Que je sais pas comment tu fais pour faire ce métier-là de cette manière-là, franchement. Et Berkovici aussi, donc qui faisait des BD un peu plus adultes, qui faisait Spoutnik et machin truc, là, avec Ken aussi, je pense, truc qui se passe en URSS, des gags. Avec des gags plus adultes, etc. Et donc en fait, quand t'es enfant, et que t'as vu le travail plus adulte des auteurs, genre Hardy qui faisait Lolo et Sucette, qui apparaissait parfois d'ailleurs dans Pierre Tombal, c'est assez bizarre, qui était une BD aussi de Yann, encore une fois, Yann, il reprenait ces dessinateurs-là pour faire des trucs plus pervers avec eux, des trucs plus sombres. Mais du coup, t'es dans une drôle de vision du dessin de ces gens-là, parce que tu les vois à la fois dans ton magazine clairement typé pour enfants, pour les gens de ton âge, et en même temps, tu sais qu'à côté, ils font des trucs qui sont un peu plus lecture interdite quand t'es un enfant, quoi. Donc ça renforce encore une fois ce côté que le journal Spirou, c'est à la fois de cette période-là, c'est à la fois de la BD vraiment jeunesse, et à la fois il y a quand même ces trucs d'adultes chelous, malsains, qui vient s'immiscer dedans dans ta lecture de manière plus ou moins forte comme ça, et donc ça procure vraiment une ambiance particulière au magazine Spirou, je trouve. Le fait d'avoir beaucoup de trucs de dessin semi-réalistes comme ça renforce aussi ce côté hybride, je trouve. Même si là c'est plus... Enfin, c'est de la BD jeunesse avec du dessin semi-réaliste pas très bien fait. Lodec, putain c'est Lodec, il y a un nouveau Covin. Et Lodec du coup c'est le mec qui fait Cédric. Cédric qui est aussi quel enfer au niveau du dessin, ça, de Cédric. Quel enfer. Allez, tunique bleue. Tunique bleue, ça j'en ai beaucoup lu. Parce qu'il y en avait beaucoup chez ma grand-mère qui appartenaient à mon parent. Donc ça j'en ai vraiment beaucoup lu, les tuniques bleues. Certains je garde un bon souvenir. Et fausses pages de pub, c'est sympa ça, parce que dans les vieux Spirou, il y avait des vraies pages de pub. Ah oui, du coup ici, il y a des photos des auteurs qui étaient à l'époque. Ouah, c'est Gertz ça. Pourquoi ils ont mis une photo trop pas sympa de Gertz? Rip Gertz aussi, hein, lui ça fait au moins 10 ans qu'il est mort. J'ai vu une expo Jojo il y a pas si longtemps, c'était magnifique. Will, Chromic, je savais pas du Chromic qui ressemblait à ça. D'accord, ok. Et donc ici, t'as tous les noms, la légende, avec qui il y a là. Tous les auteurs de l'époque, avec le vieux décor à la Matman, là. Les tons bruns, brun orange. Il y a Hardy. Il y a Zidrou. Zidrou, j'avais failli bosser avec lui. Croyez-le ou non. Ah oui, mais c'est lui, je parie. Donc du coup, lui, c'est Fournier. Je reconnais pas quand il se caricaturait qu'il se dessinait. C'est environ là, 36... 49, ouais, bah voilà, Fournier, effectivement. Je reconnaissais quand il se caricaturait dans les Cannibales, je pense. Qui a dessiné Spirou, qu'il faudrait que je relise aussi pour voir, qui me semblait déjà très ringard à l'époque, le Spirou avec sa coupe mulet comme ça et ses pattes def. Ça faisait vraiment très vieux son dessin, je trouve. Mais les Cannibales, ça reste un coup de génie, hein, je trouve, dans Spirou. Bah voilà, la caricature du boss, qui est donc un mec qui a vraiment existé, mais je sais pas à quel point il était comme ça. Truc bizarre, Jess Long, de héros américain. Ah, Aristote et ses potes, avec leur restaurant végétarien. Ça, c'était vraiment un délire à part, hein. En termes de dessin. Ah, Kid Paddle. Kid Paddle, ça me fascinait quand j'étais gamin. Et donc, du coup, il y avait la review de jeux vidéo, j'avais complètement oublié. Et ça, typiquement, c'est un gag. Je suis pas sûr qu'il a été publié dans un album. Je suis vraiment pas sûr. Avec ce dessin-là et tout ça. Peut-être qu'il y a des exclus Kid Paddle du coup. Kid Paddle, il y avait un dessin beaucoup plus joli à la base par rapport à ce que c'est devenu maintenant, où c'est à nouveau des dessinateurs qui sont tellement dans un automatisme. Et donc Goblin 3, par le mec qui a fait le Schnibbel là, au niveau du dessin. C'est marrant, hein. Et ça j'avais ce jeu Gris Rescue, vraiment un gros jeu de merde. Enfin il me fascinait donc je peux pas entièrement cracher dessus, mais il était tellement dur. Et il était vraiment particulier visuellement. Idéfix a disparu, pauvre Romain. La difficulté de ce superbe jeu est telle qu'il faut le réserver aux experts, dommage pour les amateurs de châtaigne, c'est vrai. Avec la hitbox d'Astérix de l'impossible. Les zappers, qui donc après est devenu Génération Zapping, ça je les avais tous relus il y a pas si longtemps. Ça a pas très bien vieilli. Mais du coup ce que j'aimerais bien retrouver c'est les vieilles BD qui n'ont jamais été jamais été publiées en album je pense. Genre qui se passe dans un frigo avec de la nourriture. Il y a aussi Route quelque chose avec un rouquin qui a une voiture sur des routes américaines. Ah, ça typiquement, encore une fois, je pense pas que c'est... Ah peut-être que ça a été publié parce que cette case elle me dit vraiment quelque chose. Faudrait que je relise le Kid Paddle, je m'en souviens plus.
Ça, typiquement, quand tu regardes cette double page là de ce magazine Spirou, t'as pas l'impression d'être dans les années 90, t'as l'impression que c'était un Spirou plus ancien, quoi. Amour et Bistouri, j'ai jamais vu, je pense, ça me dit rien en tout cas. Ce dessinateur, je sais pas qui c'était. Il n'y a pas son nom. Tous ces gens qui ont travaillé, qu'on va finir par oublier. Encore plus. Et donc Daras, je me trompe pas, c'est le mec qui dessine Tamara maintenant. On est d'accord, non? Ouais, c'est le mec qui dessine Tamara, c'est ça. Je me souviens qu'il s'était mis en scène lui-même le moment où il y a eu Tamara qui est apparu pour la première fois, donc le truc scénarisé par Zidrou là, qui s'appelait Tamara Boula à la base, donc dans le plus grand des respects évidemment. Et il s'était mis en scène en mode il se cachait qu'il était un mec persona non grata chez Spirou. Les blagues méta, le Gang Master, c'est ça, c'est 3 auteurs qui ont vraiment existé et qui se mettaient en scène. Un petit Cédric. Dans le jour 212. Sauf aussi, il avait un délire en termes de dessin, je trouve. Celui-là aussi, je l'avais quand j'étais gamin, du coup. Et oui, donc là, il y a des gags méta comme ça qui se font parfois en running gag tout au long d'un magazine, ou voire de plusieurs magazines, avec genre la rédaction qui a des problèmes lors de leur publication. Et typiquement ici, soutenez les cocos, donc soutenez les coloristes. La direction des éditions Dupuis n'ayant pas jugé utile de réagir à nos justes revendications, nous avons décidé de durcir notre mouvement. Rappelons brièvement nos principales revendications, que les coloristes puissent disposer d'écrans de contrôle couleur pour la mise en couleur assistée par ordinateur. La série Les femmes en blanc soit rebaptisée Les femmes en jaune, rouge, vert pomme. Si d'ici la semaine prochaine nous n'avons pas obtenu entière satisfaction, nous partirons en grève, les coloristes en colère. La rédaction assure à ses fidèles lecteurs que tout sera fait pour éviter le pire, un Spirou entièrement noir et blanc. Donc là on voit le boss qui allume un cierge, et là voilà, les coloristes qui étaient très souvent des femmes interviennent au sein même des BD. On voit ici le logo soutenez les cocos. Du coup je sais pas si c'était parti d'un vrai truc ou pas, ou c'était entièrement un gag. Voilà, la coloriste assassinée ou la board au-dessus, la bannière, va être altérée, ça c'est un truc qui... Et c'est marrant je trouve comme idée, pour dynamiser les trucs de publication et rendre un peu unique. Ah ça c'est un truc trop bizarre, je m'en souviens, avec y a une baleine qui se tue à un moment je pense. Bailey et la pierre. Ouais c'est ça. Trop bizarre le dessin. C'est vraiment des ambiances quoi. Pour une fois, côté gamin, t'es pas forcément content de voir ça. Mais c'est bien, parce que ça te force un peu à ce que ça passe sous ton nez à un moment donné, quoi. Tellement culte, hein, le petit chapeau, le petit calot. Dessiné par Jean-Ry. Du coup ça, forcément, ils l'ont pas altéré, hein, comme si c'était une histoire unique. Ah si, il y a les baleines. Les baleines, je les aime bleues comme mon steak. Ah ouais, putain. Donc ils font un gag sur la couleur en même temps avec le boss. Les tuniques vraiment bleues. La coloriste. Voilà, et du coup ici les couleurs commencent à être altérées. Et on voit le boss commencer à suer. Avec des machins comme ça. C'est plus joli sur le noir, non? Elle est formidable. Ça typiquement les formidables et les poules alliées. Qui m'a fait croire que le poulailler, ça se prononçait poulalier, et je prononce encore poulalier, donc n'importe comment, parce que les poules alliées, voilà, c'est un jeu de mots, comme les formidables, c'était vraiment un délire apparemment. Et ça c'est le genre de BD, je sais même pas si ça a été publié en album à un moment donné, quoi. Moi j'ai l'impression que ça a duré longtemps, parce que c'était dans mes magazines Spirou de l'époque où je les lisais. Bon, en vrai c'était un truc vraiment éphémère je pense, hein. Du coup, les formidables de De Porter, je sais pas du tout, De Porter il a fait quoi d'autre? Formidable De Porter... Vincent De Porter. Ah, il y a eu 2 albums du coup, Les fourmis dans les jambes et Cirque d'hiver. Des fourmis dans les jambes et Cirque d'hiver. Ok, d'accord. Et donc Vincent De Porter, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, quoi? Un artiste belge international. Ah, il a travaillé sur Scooby-Doo? Sur Bob l'éponge, quoi. Et il a ancré du Batman. Il a travaillé pour Nickelodeon. Il a écrit et dessiné pour la BD Bob l'éponge. Ah ouais, putain. C'est fou, hein, c'est marrant comme carrière, quoi.
Et c'est vraiment le mec qui a fait Les Formidables, qui a été republié chez Bamboo. Ça, je suis vraiment pas étonné, hein. Encore une fois, quand je dis que Coq, etc., c'est typiquement des auteurs, à pas se recycler chez Bamboo, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. C'est marrant, hein, le mec, il a vraiment réussi, quoi. Après, ça se voyait qu'il dessinait quand même mieux qu'un Cox, justement, ou même qu'un... Le mec qui dessine des psys, je trouve. Il y a un peu plus de vie dans son dessin, quoi. Même si ça reste moyen, quoi. Et là, voilà, les couleurs sont vraiment altérées. Là, c'est le dos du magazine, hein, où il y avait le choix un gag en une page. Le premier truc que tu lis quand tu avais le magazine en main, tu regardais la couverture, puis tu retournais pour lire le gag en une page en premier. Enfin, moi, en tout cas, je faisais ça. Et donc voilà, elles ont inversé le rouge et le bleu. Avec la petite mise en page, hein, pour faire ressentir le poids des choses, mettre le boss en bas, ça fonctionne bien. Et voilà, le magazine d'après, du coup, il est complètement en noir et blanc. Et ça, je suis pas sûr que j'ai eu ce magazine-là, la couverture, elle me dit rien. Ah bah si, j'ai eu. Et donc on voit le boss qui cède à la grève. C'est marrant de faire des gags par rapport à ça. Encore une fois, je me demande s'il y a eu un vrai contexte derrière qu'ils ont décidé de mettre en scène au sein même du magazine. Comme ils mettent en scène le patron en le ridiculisant, etc. Donc ça reste toujours un peu... on se doute que c'est quand même un minimum contrôlé, quoi. C'est pas fait en mode YOLO. Truc en noir et blanc. Les femmes vraiment en blanc. Ouais, là du coup, encore une fois, un gag pour adultes, hein, où on suggère qu'ils vont baiser. Ouais, c'est là qu'on se dit du coup que, même si le groupe des coloris s'appelle Les Cocos, qui s'était présenté d'abord avec un cadre rouge, si ça parle de lutte sociale et tout quand même, avec ce gag de fin, de réconciliation avec le patron, on voit que c'est pas Pif Gadget en mode extrême gauche, etc. quoi. C'est plus un truc de jeu au sein du magazine qu'autre chose, j'ai l'impression. Là, typiquement, un vieux truc de Midam, c'est marrant quoi. Là, il se dessinait lui-même, je pense, avec cette espèce de queue-tra qu'il avait à l'époque, je pense, l'auteur, j'avais vu des photos de lui. Ça, je kiffais vraiment, quoi, du coup, le truc de Mandrika. Je pense que, du coup, c'est ce que je préfère de Mandrika, ce que je lis principalement de lui, c'est ces petits dossiers des animaux. Ça me fascinait quand j'étais gamin, quoi. Le dessin est vraiment spécial, il y a un côté fun, la mise en page est cool, hein, avec la couleur mauve, comme ça, le rouge sur le côté. Franchement, il y a un délire, hein. Il est cool son rhinocéros, quoi. Le dessin est bien. Et du coup, dans le tome d'après, on voit que c'est pas terminé le délire avec la mise en couleur. Ah, et du coup, dans Pauvre Lorbil, qui est donc une série où Lorbil et Commun se mettent en scène eux-mêmes en tant qu'auteurs de leur vie quotidienne, ils parlent à l'intérieur de cette BD méta de la grève des coloristes qui a lieu. C'est pas mal, hein. Ça, j'ai pas eu ce Spirou-là, je pense, donc j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une grève de coloris chez Spirou. Ah bah, le fameux Jimmy tout seul. Les aventures de Jimmy tout seul, le masque de l'esclave. Un drôle de délire. La petite Lucie qui faisait des jeux, donc avec un dessin vraiment spécial aussi, hein, Johan. Je sais pas s'il a fait d'autres trucs. C'est aussi un délire, hein. Enfin, après moi ça m'intéressait pas trop. C'était plus pour l'aspect graphique que j'aimais bien. Mais les jeux en soi, je m'en foutais un peu, je pense. Mais ça permet de tester des mises en page différentes et de proposer des ruptures dans la lecture et des ruptures graphiques, hein, dans le magazine, donc c'est cool. Encore un jeu de Lucie. Ah, ici j'étais un peu plus loin, toujours en 94. Cette BD avec les super-héros, typiquement, ça c'est un truc vraiment spécial, d'autant que moi je lisais pas du tout de comics. Mon premier contact avec les super-héros c'était via des jouets, je pense, avec un costume de Spider-Man trop bizarre qui me fascinait. Un jouet en plastique, une petite figurine quoi. Et sinon c'était via le film de Sam Raimi que j'ai vraiment découvert Spider-Man et donc le monde des super-héros, mais sinon je les connaissais par rapport à la parodie. Et donc je pense que je savais que c'était une parodie mais sans vraiment avoir les références quoi. Et c'est vraiment les super-héros en mode franchouillard quoi. En mode franco-belge. Ça c'est un truc vraiment bizarre hein, de Darras avec les flats, faillantes, lèche-lèche, fier. C'est une espèce de... Tu vas d'onomatopée indicative d'émotion, comme il y a parfois plus dans les mangas, du coup. Les super-héros, ah oui, donc du coup, en fait, là, c'est vraiment le bouquin, le magazine où ils ont été introduits. Comment une série avec des super-héros dans Spirou, le grand journal des vrais jeunes. Alors, on baisse les bras devant l'avalanche de muscles américano-japonaises. Pourquoi ils disent que... D'accord, il y a aussi des muscles du côté japonais, mais c'est pas les super-héros. Sachez que les muscles qui fonctionnent le plus dans Comics Patrouille, ce sont les zygomatiques. D'ailleurs, certains personnages costumés ressemblent plutôt à la Jodoso 12, c'est dire. Vous pourrez vous en rendre compte chaque semaine grâce à Janssen et Janssens. Ils ont fait quoi encore d'autre, ces deux-là? Les Dupont et Dupont de la BD.
Les comics américains, ils adorent. Et comme on ne se moque bien que de ce qu'on aime. Et du coup, le premier gag qu'il montre, Cosmic Patrouille, au QG des super-héros. Salut les filles, regardez voir. Il chope une araignée, il la bouffe, chewing-gum, dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces deux mecs là? Ah oui, le truc Ernest Ringard et Ographie. Mais c'est ça, c'est il y a Froquin dedans, mais Froquin il était pas mort en 94? Ça avait été lancé avec Froquin et puis... Ah non, il est décédé en 97. Ah oui, my bad. Ok, d'accord. C'est marrant, donc il faisait un truc dans Spirou, mais c'était scénarisé, cette série obscure dont personne ne se souvient. Trop bizarre, quoi. En vrai, ça, je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps de lire, je sais plus trop. C'est un mec qui se bagarre avec la taupe de son jardin, et c'est le genre de série à concept comme ça, avec des running gags constants. Vraiment à l'ancienne. Un jeu, une pub pour les Playmobil. Comme quoi, il y avait encore des pubs. Cupidon aussi, genre de truc. On se demande pourquoi ça tient, à part parce qu'il y a Covin, quoi. Et encore un truc avec les animaux de Mandrika, hein, ça m'a vraiment marqué à l'époque, hein, ce truc-là, en vrai. Et vraiment, il y a un délire au niveau du look, hein, c'est vraiment beau, quoi. C'est cool. Et encore une fois, c'était un truc mi-adulte, mi-enfant au niveau du ton, du type de dessin, etc. C'était juste dérangeant comme il faut pour des enfants, je trouve, c'est bien, quoi. Genre d'image, c'est incroyable, quoi. Et du coup, le second Cosmic Patrouille, c'est marrant parce que... Et du coup, Cosmic Patrouille, ils ont presque pas présenté, et ils ont même pas envoyé plusieurs gags de demi-page pour vraiment présenter et poser la série, et la marquer un peu dans les esprits. Là, on a un second gag, du coup. Ah, une truc de plomb pour que Superman ne voit pas à travers. Lui, je vois vraiment pas... elle, du coup, je vois vraiment pas, c'est une parodie de qui? J'en ai aucune idée. Ah, nouvelle série, du coup, les Rastafioles. Ça aussi, c'est un truc... c'est une étoile filante, quoi, ça... C'est passé en vitesse et ça a disparu, j'ai l'impression. Ouais, c'est une famille de tous, où tout le monde est roux, une famille de bras cassés, comme ça, avec le mec qui sort de tôle. Lui qui a constamment des PTSD, un truc comme ça, et forcément le mec normal de la famille qui doit tout gérer, le paralcolo. Ah... Incroyable. Et il était vraiment prêt à les buter, quoi, du coup, c'est super trash, hein. À faire un PTSD du Vietnam. T'es prêt à flinguer ses deux sœurs, quoi, c'est super bresson. Ça, il y a un truc marquant, je trouve, dans le visuel et tout, avec la bannière qui prend vraiment bien de la place, avec le trait super épais et coloré, comme ça, et les grosses couleurs. Ça pose une ambiance complète pour la page, hein. De toute façon, les bannières, c'est un chouette délire, pour un peu rendre unique les BD que tu peux lire plus tard en album, pour qu'elles aient vraiment une atmosphère, une ambiance particulière au sein du magazine. C'est vraiment cool. Là, typiquement, ce genre de couverture de Spirou, où t'as l'impression de retomber 30 ans en arrière, qui fait pas envie, quoi. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a un mec qui était décédé, désolé, je vais pas être très respectueux, je vais pas sur vitesse. On a revu les castors de l'enfer. Ah, mais lui, du coup, c'est Spawn, du coup. Ah. Spawn, j'avais essayé de lire, j'ai pas réussi à avancer trop. C'était trop bavard. Par Goscinny premier. Il cherche à ouvrir une... Les gags sont nuls, mais le dessin, il y a un délire, quoi, au niveau des couleurs et tout. Un monstre en Belgique, incroyable. À Charleroi. Je me souviens, tous ces dessins-là, c'est un truc de fou, quoi. J'ai tellement lu en boucle. Comme un gros boulimique. Ah, du coup, des contours de cases comme ça. Intéressant. Ah, le Scrameustache, les enfants de l'arc-en-ciel. Truc a trop mal vieilli, quoi. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment super chaud. Oh là 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 là, ça va pas du tout, quoi. C'est fou, hein, parce que les Galaxiens, même s'ils sont verts, en fait c'est des blancs, quoi. Tu te rends compte? Le concept de blanchité montré à travers les Galaxiens, je pense que ça fonctionne bien, hein.
Mais Cactus Club, c'est vraiment un délire. J'adore la bannière, elle est vraiment cool, quoi. La typo, c'est fou, hein, parce que Berkovici, il a tellement de hard... Enfin, c'est tellement désinvolte comme dessin, il a l'air d'en avoir à moitié rien à foutre. En même temps, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne vraiment bien. Mais taper la typo comme ça de sa série, où on dirait qu'il l'a fait vraiment en mode YOLO, et je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui... Genre, il l'a fait 50 fois, je vais trouver le truc parfait qui lui convenait, etc. Ou c'est vraiment, il l'a balancé, l'air de rien. Mais là, ça fonctionne bien, quoi, la tronche du requin et tout. Ça, c'était une série bizarre aussi. Hein. Encore une fois, des séries à fantasmes de vieux mecs, un peu comme ça. Il y avait beaucoup ça dans les Spirou, l'air de rien. Oh là là là, Spirou a fait FIL. C'est la foire internationale du livre de Bruxelles. Waouh, espèce de statue géante là. Spirou de 9 mètres de haut. Démarrage sur les chapeaux de roue et concentration extrême pour E411 et Momo. Ah non, E411 c'est un auteur, c'est ça? Parce que je recherche toujours ce truc avec le mec qui fait de la route et qui a des événements surnaturels qui se passent sur sa route. À un moment avec deux mecs qui échangent leur corps. Un qui devient super musclé et l'autre super maigre. Oh, les maîtres du monde, encore une fois le truc. Ah, et du coup là c'est le début. C'est le début des parodies des séries qui sont montrées, quoi. Et là ce qui est bizarre c'est que c'est une parodie que tu lis. Mais c'est une nouvelle série, donc t'es pas censé connaître et savoir exactement de ce dont ça va parler, quoi. Et ça, j'aime vraiment bien, quoi. Le fait de mettre des parodies de la série qui est montrée en couverture, je trouve ça vraiment cool. Parce qu'en fait, c'est plein de micro-gags qui sont montrés dans tous les sens, et donc c'est plein de petits trucs à aller chercher quand tu lis un magazine Spirou. Où tu vas chercher le petit gag de la marge, parfois la marge qui est vraiment utilisée de manière physique par les personnages de la couverture. Le petit dessin fait par Jory, et puis les dessins faits par je sais pas qui de parodie de couverture, et puis le gag pour s'abonner de Chromake, etc. T'as plein de petits rituels, le fait de retourner ton magazine pour lire ton gag en une page, sur le verso. C'est plein de petits rituels qui t'accompagnent pendant que tu lis, et qui font aussi qu'en tant qu'enfant, tu t'accroches à fond à lire des magazines Spirou, et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi, je trouve. Mais le fait de parodier de manière parfois un peu trash, comme ça, et hyper désinvolte, des personnages de BD que tu peux vraiment bien aimer, et ça, j'ai vraiment un truc que j'aime bien... avec un dessin un peu trash comme ça. Parce que j'aime bien le fait de désacraliser de cette manière-là des personnages de BD, de ton Spirou. Là, en plus, sur l'image, on voit, il y a une poubelle avec les magazines Spirou pliés dedans, etc. Il y a quelque chose d'hyper désinvolte que je trouve vraiment cool, qui te fait prendre une espèce de recul bizarre sur les héros de ton enfance quand t'es enfant. Et même quand c'est dans Anti-Héros, à la Blutch ou Chesterfield, ça reste des personnages qui sont quand même valorisés d'une certaine manière au sein de leur récit. Et là, vraiment, le fait d'avoir l'air de faire des gags où on s'en fout, même si ça pourrait être bien plus trash que ça, hein, mais quand t'es enfant, ça va déjà loin, je trouve. J'ai l'impression que ça te fait. Le fait de les parodier ces manières-là au sein même du magazine, je trouve ça vraiment cool, quoi. Il y a un côté sale gosse que je trouve bien. Non, c'est ça, Spider-Mec, Batmec, etc. Au niveau des noms. En soi, le visuel du Spider-Man, il est sympa, hein. Et j'aime bien le fait de physiquer son masque comme si c'était vraiment son visage. Il y a ça un peu dans les comics Deadpool, où parfois ils font apparaître sa bouche derrière son masque, vraiment en mode comme si... comme quand t'as un sac plastique qui entoure ta tête et que tu ouvres la bouche et donc on voit ta bouche apparaître comme ça. Ça fait un effet cool, je trouve. Là, bon, évidemment, c'est vraiment mis de manière organique, parodique. Et du coup, les maîtres du monde, visuel trop bizarre, très les Animaniacs, etc. Très laboratoire de Dexter. Et même le fait de montrer une grosse image, plus peinture, comme ça, je sais pas de quoi ça date hein, dans les dessins animés, mais ça fait très penser à Bob l'éponge, je trouve. Où tout d'un coup, t'as une cassure au niveau du style. Ça part un peu dans tous les sens, hein, visuellement, avec où les traits noirs qui disparaissent constamment, etc. C'est assez bizarre, je me souvenais pas de ça. Je me souvenais de ce gag, mais je me souvenais pas que c'était aussi bizarre visuellement. Donc c'est des gamins super riches, en mode des crypto-bros, quoi, de l'époque. National Caramel, j'achète. En mode ils achètent des trucs pour enfants, quoi. Et c'est vrai que du coup, Trondheim, il avait fait un truc, j'avais complètement oublié. Je pense que je savais pas encore trop qui c'était Trondheim, j'avais pas encore découvert Donjon à l'époque. Donc à mon avis, c'est les premiers trucs que j'ai lu sur Trondheim avec Richard Mammouth. Du coup, Richard qui est vraiment le même personnage que dans Lapino. C'est marrant, donc c'est la jeunesse du personnage Richard de Lapino. Trop bizarre. Ah oui, donc là on passe en 95. Et je me souviens de ce gamin, c'est incroyable. C'est le gamin qui dessinait des trucs de chevalier trop bien, voilà. Oui, voilà, il était mis en scène chez le rédacteur en chef qui s'était habillé exactement comme le personnage du boss de la BD. Le gamin, il devait vraiment vivre en mode il va rendre visite à Dupuis, il y a Gaston qui est là, quoi.
Là, toute la rédaction est ébahie par le talent du jeune Fabrice Leto. Fabrice Leto, on va voir hein, s'il a fait quelque chose après le gamin du coup. Voilà, il avait dessiné ça quoi. 10 ans, le 26 mars prochain, il habite à Charleroi. C'est un Carolo, un bro de Charleroi. Voilà, retenez bien ce nom, Fabrice Leto. Il ne faut pas être gros devin pour prédire qu'il brillera d'ici peu au panthéon des gloires de la bande dessinée, aux côtés des Froquins, JG, RG et autres Gratons. Graton, je sais pas qui c'est. Spirou est particulièrement fier d'être le premier magazine à publier une bande dessinée de ce Mozart du 9e art. Incroyable. Les aventures du chevalier d'acier. Et c'est marrant hein, parce que... Effectivement, le gamin était super déter, hein, je sais même pas comment on fait pour dessiner comme ça à 10 ans, quoi. Je sais pas comment c'est possible. Mais c'est marrant parce qu'il a vraiment son écriture d'enfant, du coup. Et j'adore son utilisation des bulles, en vrai, trop marrante, quoi. C'est complètement le bordel, complètement trop rempli, complètement pas du tout ajusté. Tiens, tu es mort. Mais on dirait presque une... En fait, moi, quand j'étais gamin, je me demandais si c'était un proc, quoi, si c'était faux. Parce que bon, moi j'avais plus ou moins l'âge de l'enfant, du coup, du petit Fabrice, à ce moment-là. Et que je me dis, bah non, c'est pas possible qu'un enfant dessine comme ça. Et puis là, comme ça, je sais pas si j'ai eu cette réflexion à l'époque, hein, mais il y a tellement un décalage entre les dialogues et l'écriture par rapport à son dessin. Et c'est marrant parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui dessine comme ça, il a une écriture plus soignée. Parce que c'est comme du dessin, quoi, écrire, donc... Précisons qu'aucune correction n'a été apportée à la poche de Fabrice, malgré la lourde insistance de notre correcteur orthographique. Au lycée, il y a encore certaines maladresses au niveau du dessin, bien excusables étant donné son âge. Cette image, quoi. Je l'ai publiée sur Twitter, celle-là. Raoul Covin présentant humblement ses services et un rapide scénario au jeune prodige. Incroyable. Et du coup, Fabrice Leto, BD. J'espère que je vais pas prendre un truc horrible, genre il est mort un an après ou je sais pas quoi. Le Mozart de la BD. C'est incroyable. Ah, c'est un canular, vraiment? Comment vous ne connaissez pas Fabrice Leto, un génie de la BD de 9 ans? C'est normal puisque ce génie n'existe pas, un canular avoué dès le numéro suivant. Non! Mais j'avais pas le numéro suivant du coup. Ah, y a pas la page. Oh, je me souviens de cette couverture avec Covin, incroyable. Ah, mais donc du coup, c'était vraiment un canular. Mais c'est honteux. C'est honteux. Ouais, donc du coup, c'est ça, il y avait un trou avec le tien, tu es mort, qui est vraiment... Enfin, puéril, c'est très enfant par rapport au dessin, ça me semblait bizarre. Mais ils disent ici, aucune correction n'a été faite, ils insistent bien sur le fait qu'ils ont pas menti, ces bâtards, quoi. Oh là là. Je sais pas si vous connaissez la pub avec la petite vieille qui se fait enlever, c'est un truc de nourriture, parce que, ah oui, elle prépare des pâtes, elle se fait enlever par des extraterrestres verts, trop bizarre, qui veut pas qu'elle retourne chez elle, donc il la kidnappe pour qu'elle leur prépare des pâtes. Et ils sont hyper flippants. Et c'est exactement eux, mais en vert, quoi. Enfin, en rouge, ici. C'est fou, hein, toujours de petits dessins qu'ont fait les dessinateurs à travers leur carrière, quoi. Qui sont pas dans des BD. Sur des pages trop bizarres. Flippo, c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là aussi. Ça, j'ai l'impression que ça va durer encore moins longtemps que le reste, quoi, du coup. Il y a même pas le nom de l'auteur, du coup. Trop bizarre. Il y a plein de trucs de mise en page à aller rechercher pour avoir des exemples sous la main de trucs un peu atypiques. Ouais, les gags de Kid Paddle qui sont marquants en vrai. Il y a vraiment un délire Kid Paddle au départ, quoi. Avant que ça devienne un peu une parodie de lui-même. Jérôme Cabloche, j'ai jamais lu. Ouais, donc ici. La semaine passée, Spirou faisait l'événement en révélant au monde... Mais du coup, là, attendez. Du coup, voilà, ce Spirou, je l'avais pas. Parce que cette couverture me dit absolument rien, donc j'ai jamais pu savoir à l'époque que c'était un putain de canular. Au moment de l'immense célèbre... Nous sommes malheureusement au regret de vous devoir nous annoncer que nous avons été victimes d'une abominable mystification. Fabrice Leto, atrocement maquillé et au naturel. Mais n'importe quoi. Oui, voilà, donc alors c'est une grosse blague, quoi. Ah, c'est marrant, hein. Je sais pas comment les enfants ils sont sortis trahis ou quoi à l'époque. Et en vrai, pour un magazine Spirou, il y avait très peu de Spirou publiés, quoi. À part le petit Spirou, du coup. Donito, du coup. Ça non plus, j'ai jamais lu, faudra que j'essaye. Par Conrad. Conrad, qui est aussi un mec qui est aussi perverti par Yann avec... comment ça s'appelait, les Innommables, là. Qui maintenant dessine Astérix, hein, c'est fou. Alors que le mec, il dessine vraiment bien.
Alors qu'il avait vraiment son truc à lui, hein, Conrad. Surtout dans les Innommables, hein, où tu pouvais voir ça, c'était vraiment un putain de dessinateur, quoi. Après, pour savoir imiter à ce point-là Uderzo, faut le faire, hein, l'album d'Astérix où il y avait des courses avec que des chars avec 4 chevaux à la voix, etc. Quelle horreur à dessiner, c'est n'importe quoi. En même temps, quel gâchis de confier à un dessinateur pareil de devenir un copycat, quoi. Ah, la balise à cartoon. Ça aussi, c'est un truc vraiment cool avec les fiches du professeur ou je sais plus quoi. Il y avait pas encore là les fiches du professeur. Mais avec le rayon Zix, tac tac, c'est tout des petits concepts de gags comme ça. J'aime bien moi les fiches du professeur. Ah oui, à propos de la page 13, du coup, il y avait un jeu à nouveau à travers les magazines que la page 13 était maudite. À chaque fois, il se passait un mauvais truc à la page 13. C'est cool, hein, vraiment comme idée, quoi. Et là, on voit le chef avec son truc d'ail autour du cou. Alors, vous voyez, cette page n'est pas plus maudite que vous et moi. Page 13, et là, on voit un truc qui commence à apparaître ici. Et dernière minute, nous apprenons à l'instant que le studio de Tom et Jerry aurait été entièrement détruit par un incendie. Avec la page qu'ils ont faite qui commence à brûler. Incroyable. Fort heureusement, nos deux auteurs fétiches ne se retrouvent pas au moment de leur studio, au moment de la catastrophe. Ah, ils ont quand même pas fait croire qu'ils étaient morts du coup. Ah, quel enfer quoi. Truc trop bizarre de Hollis du coup. Ah là là là. Avec ce truc là. Truc de Cupidon bizarre. Et du coup sur le numéro d'après, hop, il y a à nouveau un gag méta avec un petit dessinateur nouveau. Et le boss l'envoie à la page 13 parce que c'est un connard. Donc le mec il pleure tellement qu'il est content, c'est des gags horribles quand il pense. Ah c'est marrant hein. Ah oui d'accord, ok, ils font exprès que ce soit un mauvais. Avec un gag sur le végétarisme. Je suis dans Spirou, je suis dans Spirou. Et puis il se transforme en un monstre, ouais. Je me souviens. C'est assez trash hein, quand il pense, surtout sur tout ce qu'on sait au niveau des conditions des auteurs, la précarité, les arnaques dans les contrats qu'on peut entendre, etc. Enfin arnaque, je sais pas si c'est vraiment le mot à utiliser, mais tous les embrouilles quoi. Avec tous les gags autour du boss où il maltraite vraiment les auteurs. Ah putain, ce truc là de Parne et Fouquet, le petit roi. C'est fou parce que le petit roi, ça ressemble à fond à un truc qu'a fait Trondheim, et même au niveau du dessin quoi. C'était Parne déjà? Le petit roi Trondheim. Aussi avec un dessin super géométrique, froid comme ça. Ouais, le roi catastrophe, c'est ça. Ouais, c'est avec Parme. Ah, c'est marrant, hein. Du coup. Parme, avec qui il a fait aussi le Spirou, je pense, Trondheim, du coup. Son Spirou Panique en Atlantique. Spirou. Ouais, c'est ça, c'est Parme. Il y a vraiment un dessin space, quoi. Il y a un côté rigolo, hein, mais je sais pas, c'est froid comme dessin, quoi. Et donc, du coup, on voit d'où il démarrait. Et que le petit roi, le roi catastrophe, le petit roi, ça a été repris, donc, du coup, en quelque sorte. Aussi avec l'histoire d'un enfant pourri gâté, qui est un petit roi, quoi. C'est marrant, hein. Et donc, c'était par Fouquet à la base. On voit d'où démarre Parme au niveau de son dessin. Il était déjà dans un truc obsessionnel de dessin géométrique chelou. Je me souviens de toutes ces brioches, ça me fascinait un peu quand j'étais enfant. Du coup, le numéro d'après, faut-il condamner la page 13? Vraiment, il faisait des délires un peu sur le long terme, comme ça, où t'avais un espèce de sous-feuilleton, en plus de tes feuilletons habituels, d'histoires à suivre, de gars à suivre. C'est vraiment marrant, hein. Ah, je me souviens de cette pub trop mal dessinée. C'est marrant d'avoir un truc aussi mal dessiné dans Spirou, aussi maladroit. Juste à peu près, il y a Hardy qui est un méga virtuose. Et ouais, Hardy, tu vois, avec son... Il y a un dessin, enfin, il y a un truc bizarre, malsain qui se dégage de son dessin, quoi. Qui est vraiment bien, hein. Et qui fait vraiment pas livre pour enfants, quoi. Avis à la population, cette page est piégée, tout contact avec la peau peut s'avérer dangereusement parce qu'il sacrifie une page complète pour ce gag en une grosse illustration, quoi. Oh là là, ouais, le truc avec les dessins, son Sonic, quoi. La tronche de son Sonic, il est incroyable. Ici, il nous voit le page 13. On voit qu'il y a donc une migration de la page 13 à la page 12. Et donc les deux sont venus se mélanger l'une l'autre et se compresser. Avec le chef qui essaie de l'adresser, quoi, du coup. La rédaction présente ses excuses à tous les lecteurs. En dernière minute, Richard Mammouth a refusé d'être imprimé sur la page 13. Des sanctions seront prises contre ce jeune impertinent. Celui-ci se verra interdit de parution pendant plusieurs mois. Du coup, le concombre masqué, dessiné par Froc Le Gall, trop marrant, quoi. La Froc Le Gall, il dessine tellement bien des gens qui sont des pirates. Ils ont tellement de l'allure, quoi, en 2 secondes.
Ah, et du coup, enfin, National Zero, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait, et donc Maltête et Janssens. Mais Janssens, c'est qui? Il a fait quoi? Parce qu'il avait l'air de faire plein de séries. Janssens Vaccin, non, BD. National Zero, et donc c'est le mec aussi qui fait les super-héros bizarres, là. Oh là là, il a changé le personnage là. Ah, c'est chez Babou. Ils migrent tous chez Babou, hein. C'est un truc de fou quoi. Même le mec qui a repris après Garage Isidore, je sais pas comment il s'appelle, qui fait les pompiers chez Babou aussi et tout. C'est vraiment typical quoi. Il y a un schéma. Et du coup, si je peux trouver Janssen, c'est Jean-Louis. Avec une photo de l'enfer là. Et il a fait dans Mickey Parade. Billy the Cat? Ah, c'est Billy the Cat, Janssens? Oh. Mais non, au début, non. Il est devenu scénariste après? Ah oui, il est devenu scénariste après de Billy the Cat, du coup. Enfin, Billy the Cat, c'est déjà nul. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens. Billy the Cat, c'est bien genre les 3 premiers tomes, quoi. Et c'est très bien, les 3 premiers tomes. Il a travaillé sur Jojo aussi? Ah, c'est lui qui a aidé au tout dernier Jojo, là. Ah oui, c'est pour ça que son nom me dit quelque chose, Janssens. Non, avec Sergio Salva, c'était. Ah oui, d'accord, il co-scénarisait des trucs. Bon, pas Cahier de Dieu le Père, c'est un des plus nuls des Jojo, hein, sans vouloir donner l'impression que je m'acharne sur Janssens. D'accord. Et donc National Zero qui a pas duré, quoi. C'est, il y avait un délire National Zero, quoi. Ah, je me souviens de cette case, quoi. Ah ouais, encore avec des œufs, comme avec le Garage Isidore. J'afficherai l'image de Garage Isidore si je la retrouve. Qui mange des œufs. Donc c'était un mec, un rouquin comme ça, où le dessin il ressemblait à la famille Rastafiol, là, qui voyage là dans le désert de l'Arizona, apparemment, où il neige. Et donc à chaque fois il lui arrive un truc surnaturel, quoi. Ici, bah, il y a un fantôme de neige qui veut le bouffer, ouais, il y a ce gamin trop bizarre, qui leur balance du sel. Et donc à un moment, il y a un œuf qui va saler. Ah bah oui, c'est ici, voilà. Tu vois un œuf dur, petit. Ça, c'est un petit SDF. Et son pote SDF s'est fait tuer par le bonhomme de neige. Alors que lui, comme il avait le sel et l'œuf en main, le bonhomme de neige n'a pas osé l'approcher comme un vampire avec de l'ail. Trop bizarre, quoi. C'était vraiment cool. J'aimais bien. Il y a un délire, hein, franchement, quoi. Et là, ils continuent toujours avec leur délire de la page blanche, quoi. C'est abusé, quoi. Ils ont fait ça pendant tellement longtemps, ils ont trop forcé. Et du coup, le dernier truc que je me souviens que j'aimerais bien retrouver, c'est la série avec de la nourriture et les aventures se passent entièrement dans un frigo. Et le chef, c'est une tête de veau. Et c'était un peu mystique. Et il y avait des trucs avec de la sauce, la moutarde, etc. Oh putain, il y avait une Luna Fatale qui était publiée, quoi. Je me souviens des dessins des sauces. Il y avait genre les yaourts, etc. Ah bah un autre National Zero, cool. Du coup, ils étaient publiés plus ou moins à partir de 95, quoi. C'est fou, hein, j'ai même pas fait 2 ans là, il y a tellement de magazines comme c'est hebdomadaire, c'est infini. Ah oui, oui, lui il avait un... Avec le mec qui doit respirer sous l'eau, parce qu'il est amoureux d'une sirène ou je sais plus quoi. Et qui devient un requin ici. Et ça, il devient donc présotateur dans les fonds marins. J'aimerais bien retrouver celui-là où il y avait le mec maigrichon avec le mec costaud. Là, typiquement, genre de gag, mon dieu, quoi. Avec la babysitrice qui jette l'enfant en l'air et donc elle fait apparaître ses seins. Et t'as le papy qui est démoniaque, quoi. Il est vraiment démoniaque, hein. Ouah, Icar, Petit Prince Barbare, elle aussi, il y avait des trucs avec du sang trop bizarre. Genre, il s'échange du sang ou je sais plus quoi, ou il le fait saigner. Je l'ai retrouvé. Comme un gag de la petite Lucie, hein, ça terminait pas, hein. Voilà, Icar, Parfollet et Makio. Truc vieille Heroic Fantasy, ouais, avec je me souviens que le sang était bizarre. Oui, ça, il était orangé ou je sais plus quoi. Truc un peu à la Meubus. Ah, le bouc aussi, trop chelou, je me souviens. Le costume, il y a vraiment un délire, hein, un peu en mode aussi, bah, Dune. Ah, c'est à suivre, ah merde. Ouah, Pamplemousse, quoi. Oh, c'est tellement démoniaque à ça quand t'es enfant.
Par E411, hein. On va bien te faire foutre E411. Je m'en fous que c'était les années 90. Waouh, c'est chelou, hein. Et je me souviens, il mangeait des citrons à pleines dents, quoi. Ouais. Donc quand t'es enfant, avec une tête d'asiatique, que tu connais déjà qu'à peu près que des blancs, qu'il y a à peu près que des blancs dans ton entourage, c'est pas top. C'est pas top au terme de représentation. Et du coup, toujours les fiches du professeur et tout ça. Ouais, en fait, c'est le même gars qui fait les fiches du professeur après, mais ouais, c'est un peu le même genre d'humour déjà, quoi. Il a pas contre le même concept, il y a quelqu'un qui a poussé sa gamine. Et Passe-moi le ciel, hein, Stuff et Joris aussi, c'était un drôle de délire, quoi. Passe-moi le ciel. Avec la vase, où c'est clairement de la merde, quoi, je me souviens, c'est pas genre. Le vieux PQ. Et une drôle d'ambiance, quoi. Et en vrai, c'est ce travail de coloriste, hein, je sais pas comment ils font pour faire des fonds comme ça. Ils doivent mettre. Recouvrir les personnages avec une espèce de film ou je sais pas quoi, de pâte, pour falloir dégrader puis enlever. Je sais pas du tout comment on fait pour faire un travail aussi propre. C'est abusé. De la couleur directe. Je me souviens de cette image aussi. Et tous les gags avec la marge et tout ça, c'était vraiment cool, hein. Il y a vraiment un délire. Du coup, la suite d'Icar. C'est ça, ils se battent, puis ils s'embrassent, ils sont mariés ou je sais pas quoi. Ah, les Rastafioles que j'ai plus vus, mais qui sont relégués à une demi-page en bas, là. De Momo et Salma. Ah, donc il n'y avait pas Janssens. Encore une bonne idée de couverture, hein. C'est vraiment sympa, quoi. En plus, l'idée de la marge, elle est ici, en bleu. Avec l'eau, du coup. Et typiquement, hein, ce genre de truc parodique, trop bizarre dans un Spirou, avec une vraie photo, avec un truc référence au pin-up, et on dirait un peu au paquet de cigarettes à l'ancienne, comme ça, je sais pas trop. Et encore une fois, avec cette espèce de poubelle en 3D, et vraiment ce rendu vieille pub chelou, genre les vieilles pubs Sega, etc. qui passent à la télé. C'est vraiment toute une époque, quoi, ce genre de visuel, j'adore. Un peu prémisse internet et tout aussi, vraiment, j'aime bien. Ah, National Zero, du coup. J'essaierai de me trouver l'album qui a été publié de ça, du coup. Il y a vraiment un truc bizarre dans cette série. Hein. Voilà, ici avec Icar, le sang il est trop bizarre, il est rose, il est pâle, quoi. Et hop, putain, il se fait piquer, et Pac, il y a son truc qui gonfle, là, c'est bizarre comme du loisel, là. Et là, il vient rendre tout gonflé, et lui aussi, il est bizarre, moi, je me souviens, il crache ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, ah oui, c'est ça, il crache un ours à deux têtes. Il fait bien la bile, comme ça, quoi, la bile blanche. Ouais, genre d'image, quoi. Incroyable, incroyable. Ah oui, il va mourir, il dit que... Oui, tu vas mourir, petit Molagar, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai jamais lu en entier hein, cette histoire-là, mais apparemment là j'avais plusieurs Spirou qui suivaient, qui permettent de suivre un peu ça. Trop bizarre hein, que ça ait été publié, le Petit Prince Barbare, là. Voilà, tu vas mourir d'une maladie qui n'existait pas il y a quelques jours à peine. Tu succombes à ma dernière petite trouvaille, la lipogère-blite. Et c'est super badant, hein, regardez cette image, quoi. Parce que lui, il est déjà vraiment bizarre avec ses doigts, son nez. Et il sait qu'il est condamné à mort, c'est vraiment... C'est vraiment les couleurs, il y a tout qui est bizarre, quoi. Ouais, putain, et cette histoire de Westerlin, sorti du néant, comme ça. Avec le petit bonhomme, là, avec son gros chien, il va les faire bouffer les autres, voilà, c'est un tueur à gages. Et là, il a bouffé tous les bandits de la salle d'attente, et là, changement de couleur soudain, on sait pas pourquoi, il avait plus trop chou la main, apparemment. Et donc il change vraiment à chaque fois la couleur comme ça de nouveau quoi. Trop bizarre. Et ce petit bonhomme trop bizarre avec son chien là, j'ai beaucoup bizarre. Et c'était vraiment particulier pour dire un autre mot parce que hop là, voilà il est bouffé, il met son chapeau sur la tête. Ah oui il va empiler les chapeaux de plus en plus du coup. Incroyable. Il bouffe tous les gangsters. Ah attends il bouffe les balles. Je me souviens de ça. C'est marrant que Westerlin avait fait un truc comme ça. Il est vraiment beau son dessin, quoi. Et ça, le petit bonhomme se fait manger parce qu'il se fait trahir forcément par son commoditaire. Et l'empilement des chapeaux. Donc il se fait manger. Et puis après, c'est le bébé qui fait manger le gros sans le faire exprès. Moralité, les méchants sont bien sûr toujours punis, mais il faut noter aussi qu'un chien vaut mieux que ça, et qu'en général, un tueur sachant tuer, même sans son chien, n'est malgré tout qu'un vulgaire gibier de potence. Grosse morale.
Ah oui, le petit oiseau, c'est vraiment badant quoi. Moi, il va se faire épingler sur le mur, sur la porte. Oh, et du coup là, le truc juste après, c'est marrant parce que c'est Thanos, ce gros machin. Donc mon premier contact avec Thanos, qui maintenant est connu avec les films Avengers et tout, c'était via ça du coup. Parce que j'avais cet album là, enfin ce magazine là. Trop marrant. Ah ouais, Gigantus. Ah c'est peut-être pas Thanos du coup, c'est un autre. Ah il y avait même le Spider-Sense quoi, du coup. Gigantus, non c'est un autre, c'est pas Thanos. Je sais même pas qui c'est, qui parodie lui. Captain Robert. Peut-être que c'est pas un vrai personnage parodieux. Ah oui, je me souviens qu'il se mouche à la cape de Super Mec. Je sais pas si c'est fait exprès qu'ils disent tous... Enfin, à chaque fois, ils répètent l'action qui est montrée au dessin. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est un peu spécial. Et donc là, il va se voir en termes de poids. Un extrait Petits Hommes. Petits Hommes, c'est vraiment spécial. Hein. Ce rond, c'est aussi une... Enfin, c'est aussi... On dirait presque un malentendu, quoi. Le fait qu'il ait pu faire une carrière, mais bon. C'est un peu chelou, quoi. Les Petits Hommes. Enfin, tant mieux pour lui, hein, il a pu faire son délire, quoi. Mais ça, c'était un vrai truc qui m'avait marqué. Parce que redons à César ce qu'il y a à César, hein. Ce truc où il mélange avec des jeux vidéo. Et du coup, là, il va y avoir un... C'est ça, il y a des mini-parcours comme ça à montrer sur une page. Et je me souviens aussi des espèces de toboggans, de parcours comme ça à travers des doubles pages et tout, avec des personnages qui mourraient, etc. C'était vraiment chelou, hein. Cet album-là, en vrai, il m'avait bien marqué, quoi. Ah, les cannibales. Et les télé-hoplets. Encore Janssen, c'est encore un truc... je me souviens, il y a eu genre quelques gags, en tout cas de ce que j'avais. Et puis hop, ça a disparu. Encore une série comme ça, les babysitters aussi, j'en ai vu un peu. Ce dessinateur, je le voyais souvent, l'air de rien, je pense. Jamais trop vu ce qu'il avait pu faire autre part que dans le magazine Spirou. C'est aussi un délire, hein. Oh, avec un truc méta avec la dessinatrice qui fait la BD à la fin. Ah bah oui, c'est vrai, c'est elle la babysitter à la base. Ah, et cette parodie de Star Wars, c'est vrai. Ah, je me souviens tellement bien de cette position de lui qui a coupé sa part de gâteau avec cette pose-là et tout. Incroyable. Et après, donc, il va se recouper. Et donc, il va y avoir un drôle de truc avec son bras. Ah oui, putain, trop chelou. Bras de de Louis XIV, mais je me souviens que je comprenais pas ce que je voyais. Pour moi, c'était une espèce de tentacule bizarre comme ça qu'on lui avait mis. Pourtant, il le dit clairement. C'est vraiment spécial, hein. Encore Janssen, ce mec, il est partout, hein, c'est un truc de fou. Typiquement, genre de gag de Kid Paddle qui te matrix complètement quand t'es enfant. Hein. Le fait de raconter une espèce de récit derrière les boules que tu peux acheter en mettant une pièce là, les boules avec des petits jouets à plastoc, qui est déjà un truc qui peut être fascinant quand t'es enfant à regarder et à fantasmer quoi. Et là en plus il y a cette histoire un peu derrière où Midam il arrive vraiment à créer quelque chose comme ça, de mettre des mythes, de transformer des trucs que t'as envie d'avoir en jouet quoi. Et juste après, on a Charlie, je me souviens pas que c'était aussi trash. Mon dieu. Ah, les poules alliées. On retombe sur les poules alliées. Incroyable. Aussi c'était un délire, hein. Pika et Bouchard. Le dessinateur il me dit quelque chose. Je me souviens de ce gag, je pense que je comprenais pas. Oh, ce gag de Mélusine, oh là, il me fascinait quand j'étais enfant. Et en plus ce monstre il est vraiment... il est spécial, il ressemble au premier boss de Ghost and Goblin, là, d'Aikaimura. Celui qui se tient sa tête. Donc en fait elle ressuscite chacun des trucs pour après jouer aux échecs. Un truc de fou, ça aussi ça te fait fantasmer quand t'es enfant quoi. Et lui il est trop bien designé, hein. Je sais pas c'est quoi, mais c'est trop cool quoi. Allez, concours de dessin du coup. Ah oui c'est ça, à chaque fois en fait il mettait un morceau d'un personnage, genre l'arc de Cupidon, etc. Et tu devais dessiner autour, puis l'envoyer à Dupuis. Et après bah il sélectionnait le concours de dessin quoi. De ce que t'avais fait à partir, inventé, à partir de l'image qu'il t'avait posée. Marrant. Ouais, typiquement ici la casquette de Isidore. Encore un National Zero où il y a vraiment un truc un peu badant et tout, vraiment cool quoi. Et même le héros, tu vois que c'est un peu un daron, hein, c'est chouette. Ouais, typiquement genre d'image, c'est incroyable quoi. C'est génial. C'est un peu pour ça à Green Manoir là, un truc plus récent. Avec un récit court à chaque fois, un truc fantastique qui se passe. Mais là avec un dessin plus cartoonesque et donc moi je trouve ça cool, j'aime bien, je préfère ça. Ouais c'est ça, un genre d'image, l'air de rien. Hein.
Et là, je m'en souviens, hein. Enfin, en tout cas, quand je les vois, je me souviens, ça retravaille ma mémoire. Et ce Spirou là, c'est vraiment cool. Donc Spirou fait peau neuve, là c'est donc dessiné genre par Koza ou quoi. Et donc en fait, là on voit le Gongmassa, c'est dessiné par Clark. Et donc en fait, chaque série va être ici dessinée et scénarisée, je pense aussi, par d'autres personnes. Donc là ici, il y a l'explication, je sais pas quoi, la Taxi Girl, dessinée par le mec des Formidables, on dirait au niveau du dessin. Ouais, c'est encore une idée vraiment cool, hein. Ah putain oui, le Cédric dessiné par Fournier, quoi. Incroyable. Avec vraiment cette ambiance qu'il n'y a jamais dans Cédric au niveau de la famille. C'est vraiment une ambiance cannibale, quoi. Mais là, c'est mis dans Cédric. Incroyable. Ah, Cosmic Patrouille dessiné avec un dessin un vrai dessin de comics, entre guillemets. Enfin, qui s'en rapproche plus. Les tifs étendus, ils sont tous les deux bien. Et ça me rappelle que j'avais lu, je pense, dans un Spirou, une parodie de Benoît Bricefer, dessinée par quelqu'un d'autre, et Benoît Bricefer, dedans, il perd sa force quand il a un rhume, donc, et à un moment, il soulève la tour Eiffel, et il éternue, donc il a un rhume, et il se fait écrabouiller par la tour Eiffel, et c'était super trash. Enfin, super trash. C'est vraiment bizarre, quoi. Je pense que c'était dans un Spirou. Ah, le passe-moi le sel dessiné par Gertz, quoi. Là, ils l'ont appelé Gortz et Gulz. Incroyable. Non, parce que du coup, il a fait Dodu Saint-Pierre. Ah, ça, je me souviens bien aussi de ces pages de Cosmic Patrouille. Tous les dessins, elle qui rote comme ça, lui qui fait son truc bizarre. Maintenant, je sais qui c'est, hein. Maintenant, je sais que c'est le magicien, là. Le Doctor Strange, voilà, évidemment, je sais. Avant, je savais pas. Parce que ça parodiait, quoi. Évidemment, même ce truc de comics, de code de comics, de mettre un liseré de couleur autour de la bulle, en vrai, c'est très bien vu hein, pour une parodie. Hein. C'est marrant. Donc là, il y a tout le monde qui va se défiler. Pour pas devoir faire la vaisselle. Et en vrai, regardez ici, typiquement, un genre de mise en scène, c'est sympa, hein, la bulle. Le texte, il n'y a pas le temps de suivre la bulle pour tellement que Superman va vite, c'est sympa quoi. Il y a un délire, hein. Une cannibale, tellement bien les cannibales. Ah, les drags aussi, ça c'était vraiment cool. Là, on est en 97 du coup, parce que je suis occupé de chercher les aventures dans le frigo. Le dessin était vraiment beau au départ, hein. C'est pas genre le dessinateur des Zori. Corcal, c'est le dessinateur des Zori, non? Corcal BD. Drags. Les Zori. Death et Gorkal. Ah mais non, du coup, le dessinateur... Non, le dessinateur c'est Death, donc Gorkal c'est le scénariste. Et c'est vrai que dans les Drags comme dans les Ori, il y a... C'est pas étonnant que ce soit le même scénariste parce qu'il y a aussi un truc où les personnages se font tuer, parfois en fin de gag, etc. Les personnages principaux, donc il y a une espèce d'ambiance assez spéciale. Les deux BD sont vachement bien. Mais là, le dessin des Drags c'était beaucoup plus beau au début par rapport à ce qu'il est devenu. Il est vraiment spécial quoi, et tellement culte hein, cette manière-là, incroyable. On voit que la page bordel avec tous les petits gags, elle s'étoffe toujours de plus en plus. C'est vraiment sympa aussi. Ah, je me souviens de cette page trop bizarre avec des enfants qui meurent, etc. Genre c'est du Jérôme Bloch revisité, quoi. C'est vraiment spécial, hein. C'est vraiment malsain, quoi. J'avais beaucoup regardé cette image quand j'étais gamin. Elle est vraiment badante, quoi. Regardez ça, quoi. C'est horrible. Genre il y a plein de nourriture devant eux et ils doivent avoir un bouchon dans la bouche parce qu'ils peuvent pas en manger. Eux ils vont se faire arracher les dents. Eux ils sont obligés de lire Spirou. Eux ils se font donc ébouillanter. C'est vraiment... c'est badant quoi. Ah du coup là je suis fin 97 et je retombe enfin. C'est sûrement pas le premier gag du coup, mais de ce tête de veau et vinaigrette du coup ça s'appelait. Et donc ta tête de veau qui règne un peu sur le microcosme du frigo quoi. Et donc Vinaigrette c'est l'héroïne de la BD je suppose, je sais pas trop. Et c'est vraiment spécial quoi. Et ça donc c'est les dessinateurs de Lucie, ça se voit de la petite Lucie, celle qui fait les petits gags. Les petits gags à jeu là. Et ouais c'est ça, le beurre qui va être amené. Donc ça, donc il y a le frigo qui s'ouvre et donc là le beurre qui revient. Pourquoi n'enverrez-vous pas une mission avec ça pour trouver des écrits sur les sauces Guibrich par exemple? D'accord? Donc il y a un délire par rapport à racheter des connaissances aux humains. Tout le monde est à la recherche de la sauce idéale. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois, Vinaigrette, elle fait goûter au veau une vinaigrette et lui il juge. Et à un moment, je me suis dit, ça sort genre par ses narines, etc. La sauce, trop bizarre. C'est pour ça que j'avais la sauce en tête. Là, on voit le beurre, il fond.
Et à chaque fois il est pris, donc à chaque fois il diminue de plus en plus, et donc il est de plus en plus mal quoi. Il commence à délirer. Oui, comme tout est de la nourriture et organique, bah hop, tu peux foutre ton doigt dans la tête du beurre quoi. Donc là il y a la carotte qui va se bloquer dedans. Il dit au yaourt qu'il va être périmé demain. Et là du coup bah ils reviennent une dernière fois et ils ont été complètement démembrés quoi. Voilà. C'est vraiment, c'est spécial quoi. Ah donc c'est Petit Luc et Johan. Ok. Petit Luc c'est le mec qui fait le truc avec les rats ou je sais pas quoi. C'est incroyable genre d'image. Ah, et donc le gag c'est qu'il y a des mots inscrits sur les toasts. Comme il y avait sur certains toasts je suppose. Du coup maintenant que je suis dessus j'essaie d'en trouver d'autres et puis... Puis on pourra arrêter. Ah, je retrouve, on peut repérer le dessin facilement en petit sur mes JPEG. Et donc là, de mémoire, donc il va genre faire passer de la sauce dans ses narines ou je sais plus quoi. Ah oui, eux les radis, c'est des fouteurs de merde du coup. Et tu vois, comme c'est de la nourriture, il y a un côté cruel quoi dans ce petit univers avec, ils ont tous un peu un air déjanté comme ça, c'est vraiment space. Et donc elle va faire passer la vinaigrette dans sa tête. Ah non, c'est dans un autre truc ça. Ah, la nourriture aux yeux bridés, évidemment. Hein. C'est un autre gag du coup auquel je pense. Et ouais, le fait qu'il y ait des trucs qui viennent en elle comme ça, c'est trop bizarre quoi. Ouais, ce genre de couverture vraiment culte, hein. C'est vraiment cool. Il y a tellement des biens qui marquent les couvertures. C'était vraiment fait avec soin, hein, les Spirou. Tellement cool, hein. Je me souviens aussi de celui-là. C'est tellement chouette. Oh, et Pedro le Coati, quoi. Ça, c'est donc du coup, c'est le premier truc que j'ai lu de Larsenet. Truc de fou, quoi. Avant de découvrir le combat ordinaire, et où j'avais même pas fait le lien à l'époque que c'était la même personne qui avait fait ça. Pedro le Coati, trop bizarre aussi, hein, avec... Ah, c'est Larsenet, quoi. Donc il y a... Le pagouin, il est dépressif, il veut se suicider un moment, je sais plus exactement. Il joue tout le temps à la belote aussi entre eux. C'est de l'humour noir, quoi, la Larsenet. Ah, nouveau tête de veau. Encore avec les spaghettis, est-ce que c'est là où il est... Ah oui, le truc complètement organique là, j'ai pointé comme un con mon doigt avec mon écran, comme si vous allez le voir. Où là, vous voyez, c'est super badant quoi. Je suis déshonoré, en mode il se fait vraiment agresser quoi. Ah, et du coup, il est là le truc avec la narine, et donc là voilà, ça passe partout, genre de c'est fascinant à regarder quand t'es un enfant, hein. Tu peux suivre en plus, c'est très ludique hein, avec... Tu peux suivre du regard le petit tuyau, comment il passe et tout. Et puis t'as la pauvre vinaigrette qui a rien demandé, où il y a tout le mélange qui se fait. Et là, splotch dans sa narine, exactement comme je m'en souviens, c'est dégueulasse. C'est vraiment tellement chelou. Avec le côté cruel, que ce sont des aliments, donc ils sont voués à périmer, à être mangés, tout ça. Le côté organique avec les sauces. Et on sait pas, en même temps, on sait pas trop ce qu'ils ressentent, parce que c'est des yaourts quoi, donc quand t'as un truc qui vient dans leur tête, apparemment le yaourt fait partie de leur corps, donc ils ressentent des trucs pas chouettes, alors que c'est le contenu, et eux sur le contenant, enfin c'est vraiment bizarre quoi. Quand t'es enfant tu te poses des questions. Mais du coup voilà, un papyrus, j'ai jamais lu, j'ai regardé le dessin animé. Oh, putain ce truc, ah mais oui c'est Edith et Zitrou, trop fou. Putain et Edith c'est vrai qu'elle avait fait un truc aussi là-dedans. Edith qui avait dessiné entre autres, bah encore une fois avec Yann, hein. C'est fou. Yann aussi il est partout, comme Raoul Covin quoi. Qui avait dessiné Basile et Victoria du coup, tellement culte. Ah et du coup dernière chose, j'ai été revoir pour retrouver le moment où Raoul Covin est mis en scène au sein du journal Spirou. Donc il l'a fait plusieurs fois, mais vraiment en mode parfois c'est montré qu'il a complètement le melon, qu'il a un énorme ego et tout ça, donc c'est assez marrant, genre ce genre de couverture incroyable. Tout tourne autour de Raoul Covin quoi. Avec la moustache. Il devient rédacteur en chef en fait du journal, donc tout le monde est obligé de porter une moustache à partir de ce moment-là. Et genre, ça date pas d'encore un peu juste avant du coup, le moment où il prend possession des rênes du journal. C'est ça, là on voit toutes les images de lui. Ah voilà, c'est ça, cette couverture là, je m'en souviens. Voilà, rédacteur en chef Raoul Covin, avec un poster de Raoul Covin, sortant de BD, un nouveau chef-d'œuvre de Raoul Covin. Avec la marche qui devient énorme. Voilà, vous avez été des dizaines de milliers la semaine dernière à vous étonner de voir figurer un nouveau nom dans votre Spirou. Boucher Robert, c'est lui. Cavinophile, etc., etc. Donc voilà, c'est le gag. Voilà, une fausse pub de parfum. Scénar de Covin.
Donc voilà, au-dessus, on peut voir toutes les séries qui sont pas scénarisées par Raoul Covin, avec son fanboy qui dit que c'est nul, quoi. Il ne m'a même pas fait sourire, de bouche à Robert. Hop, ça c'est nul. Et du coup, voilà, il y a tout un délire, en mode il est complètement mégalomane. Voilà, voilà comment il était dessiné. Et donc après, il va y avoir une battle, ou je sais pas quoi, pour que le boss reprenne les rênes du truc. Ils sont vraiment tapé un délire, hein. Ah voilà, et là, il y a le petit badge, c'est bien, parce que c'est scénarisé par Covin en lettres d'or. Et du coup, voilà, on retourne à l'autre juste après. Toujours avec la forme de la moustache. Et donc du coup, à la fin de ce Spirou-là, on voit qu'il y a une espèce d'organisation secrète pour renverser Covin, non à la dictature du moustachu. Parce que le but de Covin ici, en fait, est qu'il n'y ait plus que lui qui scénarise absolument toutes les séries. Donc voilà, c'est une caricature du fait qu'il scénarisait déjà une bonne partie des séries du journal Spirou. Et du coup, voilà, sur le gag de derrière, de Cupidon, Covin, tête de chien. Et il y a vraiment ça au dos de ton Spirou, quoi, du coup, c'est trop rigolo. Et le Spirou d'après, c'est le combat des rédac chefs. En mode, ici, magazine, People. Il les voulait toutes. Le grand maléfique. Raoul Covin n'écrit pas ses scénarios lui-même. Ah oui, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui aurait, sur son fauteuil de prédiction où il écrit, il y aurait un écrivain, un ghostwriter, qui lui soufflerait ses idées. Donc là, voilà, il dit que c'est un mensonge, etc. Et que donc, pour sauver son honneur, ici on nous montre Monsieur Charles Dupuis en ombre, en mode méchant de James Bond, etc., avec son gros cigare, qui pense qu'à l'argent. Il y a Raoul Covin qui accepte de relever le défi pour montrer qu'il ne triche pas, en battant son propre record du monde de vitesse de scénario au solitaire. Avec ici, donc le gros défi. Je rappelle que Raoul Covin a décidé de s'attaquer à son propre record de production scénaristique qui est de 4 planches en 21 minutes, 27 secondes et 12 centièmes. Mesdames et messieurs, voici Raoul Covin. Et donc hop, forcément, pour vérifier qu'il n'y a personne de ghostwriter, parce qu'on va pas dire ce mot dans le canapé, les fans de Covin avec leur moustache. Et là c'est assez marrant, faudrait que je regarde un peu la mise en scène du truc, où le mec est dans son canapé, hop, il commence à scénariser ses trucs. Apparemment, il faisait le découpage lui-même et tout, Covin. Et c'est marrant parce qu'écrire un scénario de 4 pages découpé en 20 minutes, je suppose que c'est bien, mais c'est pas non plus l'air d'être la folie en termes de timing, quoi. Je trouve qu'ils auraient dû vraiment plus exagérer le truc en termes de temps pour vraiment que ça semble vraiment complètement abusé, parce que là, 20 minutes en soi, ça semble pas non plus invraisemblable, je trouve. Adieu Spirou, on vient à Covin parce qu'il réussit évidemment le concours. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, je me souviens. Et donc tous ces scénarios d'avance ont été brûlés parce qu'en fait il avait 6347 pages de scénarios d'avance déjà écrites. Attends, j'avais pas vu que le petit chapeau avait été remplacé par une moustache. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à remettre à zéro alors que Covin a réussi son défi. Et donc ici, voilà, le boss reprend la main sur le journal Spirou. On enlève la moustache, etc. Charles Dupuis, il déshonore complètement Covin. Genre le flic qui se fait enlever son arme et son badge. Ah oui, ici, on va l'obliger à s'épiler, c'est ça? Waouh, incroyable. Ah, le pauvre. Et il s'était vraiment tapé un gros délire, quoi. Ok, bah on va s'arrêter là, hein. Mais vraiment incroyable, hein. Du coup, les vieux Spirou, c'est tellement bien, on pourrait encore passer des heures à feuilleter les trucs. Là, il y a tellement de pages et de pages, j'ai du mal à aller très loin, j'ai été jusqu'en 98, je pense seulement, 99 peut-être max, au niveau de ce que j'ai fouillé. Et quand j'avais vraiment cet énorme tas de Spirou à lire en vrac dans tous les sens, où il fallait se recomposer les histoires ensemble, etc., il fallait vraiment fouiller, essayer de découvrir des nouvelles pépites, être fasciné par les dessins, par les couvertures, par les mix aussi qu'il y avait parfois entre les différentes séries qui se rencontraient les unes les autres, par aussi le visuel vraiment puissant, hein, l'air de rien, très fort en termes de parti pris esthétique, c'est assez radical parfois, dans les mises en page, des trucs à côté des BD on va dire qu'il faisait. Vraiment il y avait des trucs... Enfin, ça marque quelque part celui qui a grandi avec ça, je pense. Encore une fois, avec tous les rituels qu'il y a autour de la lecture du Spirou, que le Spirou, par la manière dont il est maquetté, pensé, où vraiment on cherche à te créer cette fascination, je pense vraiment que ça a été pensé comme ça. Et avec ces trucs vraiment mi-adultes, mi-bizarres, des trucs plus pour les adolescents, des trucs où tu sens que les auteurs, ils étaient un peu en chien, certains, où ils sexualisent leur héroïne du mieux qu'ils peuvent, avec, dans le cadre d'un truc jeunesse, vraiment bizarre, quoi. Et puis toutes ces séries oubliées, trop expérimentales, trop ringardes aussi, et c'est ça qui fait partie du charme.
Et des trucs comme Vinaigrette ou National Zero, là, vraiment, c'est chouette que ça ait pu exister. Et je regardais si je peux donc les trouver en album dur, pour au moins les conserver sous la main. Et je suis sûr qu'en fouillant davantage justement sur toutes ces séries et albums qui ont été quasiment eu comme vie uniquement dans le journal Spirou, et que ça s'est vraiment limité à ça, il y a plein de trucs de mise en page intéressantes, d'idées à aller voir, d'idées de vraiment de mise en scène de bande dessinée à aller repérer. Donc j'ai un peu refouillé tout ça dans mon coin et prendre des captures d'écran, et ça me fera de la documentation, on va dire, pour des vidéos thématiques de mise en scène. Parce qu'il y a vraiment des trucs à aller chercher, des modes de pensée, de faire de la BD qui est complètement différente de maintenant, et qui donc forcément fait émerger des bandes dessinées qui semblent hyper atypiques par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, tout en ayant vraiment cette patte BD franco-belge vraiment spéciale. C'est dur de mettre des mots dessus, hein, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué pendant mon enfance, et qui a forcément modelé entre autres les goûts que j'ai aujourd'hui. Et vraiment, je trouve que c'était... j'ai pas trop suivi ce que fait le magazine Spirou actuellement, même si j'ai lu des séries Spirou plus récentes. Mais vraiment, le Spirou de cette époque, celui avec la maquette de la marge, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont bien fait, et qui pour moi est vraiment complètement culte. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez grandi avec tout ça, ça vous a fait peut-être un petit retour en enfance dans le passé ou quoi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager la vidéo si ça vous dit. Merci à vous et à la prochaine.